Voilà, hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture. Version française vous ravit avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Amoureux des clichés, voici un lieu qui devrait vous combler. La maison de la photographie a ses petits secrets et on vous en dévoile quelques-uns. Designer et réorganisatrice d'espaces urbains, Nathalie Crasset imagine un monde pratique et en couleur, c'est notre invitée. Il est certains lieux qui vivent plusieurs vies. Voici 3 endroits dans la capitale qui ont été reconvertis. Faux bois, faux marbre, mais vrai savoir-faire. Rendez-vous dans les ateliers Mérigue et Carrère pour découvrir le trompe-l'œil. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française. C'est point de vue. Letterpress dépoussière une vieille technique d'impression, la typographie. Entouré d'une armada d'artistes en tout genre, il réalise cartes et carnets, design sur mesure ou dessin d'illustrateurs. Le graphisme pop et contemporain jongle avec cette grosse machine à imprimer. Pour se la jouer bon élève ou encore pour un anniversaire, on leur donne 10 sur 10. Aujourd'hui, on vous fait porter le chapeau avec le bibi, ce couvre-chef rikiki né au 19e siècle alors que les grands chapeaux rétrécissent à vue d'œil. Moins ostentatoire que certains, lui, véhicule une image élégante et moderne. Souvent porté durant les cérémonies, on vous assure que sur la tête d'une princesse ou simplement sur la vôtre, il fera son petit effet. Que se passe-t-il dans les coulisses d'une maison aussi prestigieuse que Chanel? C'est ce que Laetitia Sénac et Jean-Philippe Delhomme nous livrent dans les coulisses de Chanel, entre mannequins petites mains et artisans d'art. Ils se sont fait discrets pour nous livrer les secrets du succès de la haute couture. La maroquinerie française a plus d'un tour dans son sac, surtout chez l'Ouvreuse Paris. Ici, on travaille le cuir et surtout, on se plie en 4 pour créer des modèles toujours plus originaux, comme ce sac pyramide. Clin d'œil à celle des Égyptiens ou encore celle du Louvre. Ça donne envie de partir en voyage ou juste rester bien au chaud dans la capitale. De la restauration aux expositions, la Maison de la Photographie nous a ouvert ses coulisses. Attention, tenez-vous prêts, c'est dans la boîte. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Alors, dans la Maison européenne de la photographie, il y a toute une histoire à raconter. Suivez-nous, on ne va pas vous tirer le portrait, mais plutôt vous faire découvrir l'antre de la photo. En fin de visite, on ira même au 4e étage. Tout là-haut, on soigne les clichés. Pas de panique, on vous expliquera tout. Mais d'abord, petit tour du propriétaire. Et dites donc, la maison n'est pas très bien rangée. On est dans le Interexpo. Normalement, on a 1 ou 2 semaines, ça dépend de la complexité de l'exposition. Entre Interexpo, on refait les murs, on fait l'accrochage, on fait pas mal de scénographie et tout ça. Ah, merci Simon pour l'explication. Simon Baker et son petit accent british sont les maîtres du lieu. La maison est devenue le temple de la photographie en 1996. C'était créé parce qu'en fait, à cette époque-là, la photographie elle a vraiment besoin d'être appréciée. Il n'a pas le même niveau qu'il y a aujourd'hui. Et c'était vraiment une question de faire promouvoir la photographie, de montrer que c'était un médium assez intéressant, assez complexe que la peinture, la sculpture et tout ça. Pour des soucis de conservation, les expositions changent à chaque saison. Trop de lumière ou d'humidité risquerait d'abîmer les clichés. Dans la maison, il y a au total 3 salles de présentation. Et depuis que Simon a reçu les clés en 2018, il y a une pièce réservée aux jeunes artistes. Avant la MEP, ils ont exposé les jeunes photographes, mais moi j'ai décidé par contre d'avoir une programmation à part. Et le studio, c'est dédié à les premières expositions institutionnelles des jeunes talents. Et on fait ça 2 fois par saison. Ils sont exposés 6 semaines. Ça nous permet, dans une année normale, on peut avoir 8 studios pour 4 saisons de programmation. Maintenant que la visite officielle est terminée, allons au 4e étage. Tout en haut, il y a un atelier peu connu du grand public. C'est l'atelier de restauration et de conservation des photographies de la ville de Paris. Comme les médecins, on peut faire de la prévention. On va se charger d'aller dans les collections, de regarder les photographies et de dire si elles sont en bon état ou pas. Ensuite, on fait de la conservation curative et de la restauration. Le curatif, c'est quand les objets sont malades. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, sinon ils meurent. Donc on va faire du collage, on va réparer des déchirures, on va faire des doublages. Et ensuite, en dernier
recours, on fait de la restauration qui est l'équivalent de la chirurgie esthétique. Allons voir de plus près le bloc opératoire. Gadja et Pauline travaillent sur un fond de 800 négatifs sur plaque de verre du photographe Charles Marville. Certains sont en bonne santé, mais d'autres se sont brisés et les premiers soins n'ont pas été les bons. Quelqu'un au sein de la collection a mis un adhésif moderne pour tenir les différents morceaux de la plaque. Cet adhésif, il n'est pas du tout conservation. Il risque de détériorer l'image. Donc là, on va le retirer. Donc un retrait à sec. Et puis ensuite, elle va utiliser des solvants pour retirer tous les résidus et des choses comme ça. Une fois qu'on aura récupéré tous les morceaux de la plaque, eh bien, on va la mettre dans un écrin, ce qui fait qu'on pourra la manipuler, mais aussi l'exposer sans aucun risque. Bruno, lui, ausculte un grand tirage signé Otto. Le Palais Galliera leur a confié ce patient. Alors déjà, on a vu qu'il n'y avait pas de moisissure, donc il n'y aura pas de traitement de désinfection. On va mettre en route un nettoyage, textile microfibre pour enlever la poussière mobile. Et ensuite, ça va être le renfort des coins, des angles abîmés. Et je pense ce qu'on va faire, c'est qu'on va inciser l'intérieur du carton pour glisser des renforts en papier japonais, mettre de la colle, refermer, pour essayer de redonner une planéité. Grâce à ces drôles de médecins, la mémoire photographique de Paris restera en pleine santé. Que ce soit au travers d'objets du quotidien ou de mobilier urbain, comme avec ses nouveaux kiosques à journaux, Nathalie Crasset nous livre sa vision du design. Pour rencontrer Nathalie Crasset, il faut traverser une forêt de bambous en plein cœur de Paris. Dans cet atelier qui fait aussi office de hall d'entrée pour sa maison, on ne tarde pas à deviner à quel point cette designer industrielle est prolifique. Depuis 25 ans, elle laisse son empreinte dans les objets de grandes maisons comme Thomson, Ikea ou Pierre Hermé, repense l'habitat en mode minimaliste et fait dialoguer les espaces publics. Aujourd'hui, celle qu'on surnomme la Jeanne d'Arc du design révolutionne le milieu et le métier. Chaque designer a des valeurs et puis il va matérialiser en incluant ces valeurs à l'intérieur de l'objet. Nathalie Crasset est une success story, mais elle n'y a pas toujours cru. Elle se destinait d'abord au commerce international avant de suivre sa passion, car son enfance, elle l'a passée dans une ferme loin des codes du milieu artistique, une source d'humilité et donc de valeurs qui lui sont propres. Il faut reproposer les choses d'une autre façon, apprendre à vivre de façon plus frugale, mais en même temps en le proposant d'une façon qui permette notre épanouissement et réapprendre à vivre ensemble en même temps. En quelque sorte, rendre plus désirables les nouveaux modes de consommation durables, comme les ampoules LED peu gourmandes en énergie mais pas si populaires, dont elle a équipé ses 3 lampes. Mais il n'y a pas que la technologie qui compte. Dans sa démarche, elle veut aussi jouer sur les habitudes des gens. C'est d'abord la relation qu'on a à la lampe. C'est d'abord cette idée de mobilité qui m'habite, puisque j'ai toujours défendu en fait, des cadres flexibles où on peut bouger. J'aime bien cette idée d'activité dans le cadre domestique. Une mobilité qu'elle déploie dans d'autres projets, comme avec le MUMO, un musée d'art contemporain mobile destiné aux enfants. Nathalie Crasset multiplie les échelles. Avec le temps, elle a pris l'habitude de développer des structures plus larges, éphémères ou pérennes, comme avec cette assise collective pensée pour le CHU d'Angers. Un design peu commun pour une commande publique, longtemps imaginé sur le papier et surtout sur ses écrans. On conçoit en 3D et on peut justement aller à l'intérieur de la structure, voir comment on se place, comment on se sent dans cette structure. C'est nous aussi qui créons les structures qui nous entourent. Et donc on peut aller jusque-là en créant des structures artistiques et des structures qui reproposent l'émerveillement, l'enchantement. Mais cet enchantement est au service en fait, du commun, d'être ensemble. Si Nathalie déploie sa vision à travers le monde, Paris est une vraie alliée. La capitale est un catalogue en puissance de ses créations et de ses idées. Surtout en ce moment, dans les rues, fleurissent de nouveaux kiosques que la designer a repensés. Elle profite d'ailleurs de cette visite pour faire un peu de pédagogie. Et ces vantaux permettent à la fois de fermer, mais permettent, comme vous voyez là, de créer en fait, un espace intermédiaire entre la rue et l'intérieur.
L'idée, ouvrir davantage cette micro-architecture et supprimer le comptoir historique pour renforcer les liens entre le kiosquier et ses clients. Il y a aussi cette idée que ça devient en fait en quelque sorte un endroit d'interaction qui est quotidienne. Ces petits rituels qui font en sorte qu'on s'ancre, qu'on a un rapport direct avec la ville et qu'on se dit d'être d'un quartier dans un monde où tout va très vite. Le plus compliqué aujourd'hui, c'est en effet de retrouver ces ancrages. La balade parisienne se poursuit à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. En octobre 2018, alors que le musée prépare l'accueil de ruchers, elle a imaginé pour ce site un apiculteur du futur. C'est l'apinaute. Sa mission, accompagner le retour des abeilles en milieu urbain. Donc j'ai profité en fait de cette invitation pour simplement éveiller, sensibiliser, parce qu'on est ici dans un lieu où justement on explique c'est quoi les prochains métiers, c'est quoi la nouvelle technologie. Un projet futuriste purement artistique qui résume bien la manière dont Mathalie voit sa carrière, une succession heureuse de rencontres. J'ai eu cette chance en plus de travailler avec des gens qui sont très engagés. En unissant nos expertises, on arrive à proposer des choses qui font sens et on se doit en quelque sorte de s'assurer que les valeurs qui sont représentées dans ces structures et dans ces objets transparaissent bien à travers le projet. Des valeurs toujours, c'est sans doute ça la touche secrète de Mathalie Grasset pour dessiner une vie et une carrière à la perfection. Bonjour Mathalie. Bonjour. Mathalie, en quelques mots, comment pourriez-vous résumer votre singularité de designer? Alors si on parle du design en général, l'idée ça serait de dire qu'on améliore l'habitabilité du monde et il y a beaucoup de travail en ce moment. Moi j'ai pris l'habitude de faire un pas de côté et de faire des propositions plutôt de scénarii de vie qui apportent en fait quelque chose de différent au vécu. C'est aussi un peu la particularité d'un designer industriel. Vous êtes formé à observer la vie quotidienne, les codes de la vie quotidienne et ensuite vous adaptez aux besoins. Notre métier a été un peu exercé comme ça au départ. Ouais. On disait qu'on était des problem solvers. Et ouais. Moi, je pense que le design va beaucoup plus loin que ça. Et le design que je propose, c'est plutôt de se décaler et de reproposer des choses à côté pour rendre la vie plus singulière et aussi de plus en plus pour essayer d'allier à la fois ce qui est social, artistique, programmatique et écologique. Cela vous ramène aussi à votre enfance. Vous avez grandi dans une ferme dans le nord de la France, reliée à la terre, à la nature, l'ouverture aux autres. Alors c'est une petite communauté, un village en effet, donc ça c'est une échelle qu'on peut maîtriser, chacun prend sa place, chacun prend part. Donc je pense qu'on a besoin aujourd'hui aussi de retrouver en quelque sorte des communautés. Pour vous Mathalie, il y a les projets bien sûr, mais avant tout ce sont des rencontres. Dès la fin de ma scolarité, j'ai donner une direction à mon travail qui s'intéresse plus à l'idée des rituels. L'esthétique, c'est quelque chose qui est la forme d'un objet, mais c'est quelque chose qui est un peu excluant, c'est-à-dire on n'a pas tous la même culture et donc on ne va pas lire la même chose. Et moi, je voulais m'attacher à quelque chose qui est plus universel. Et ce qui est plus universel, en fait, c'est les actions qu'on fait au quotidien. Dormir, manger, se rencontrer. Il y a aussi la couleur. Oui. Vous avez un rapport très particulier à la couleur. Il faut qu'elle soit franche, il n'y a pas de forcément demi-teinte. Pour moi, s'interdire en fait la couleur, c'est un peu comme si on s'interdisait de vivre. Parce qu'on sait ce que peut apporter la couleur au quotidien, dans la vie quotidienne. Être entouré de couleurs, ça change complètement les choses. Et je suis née en Champagne crayeuse. Donc en fait, c'est une étendue plutôt blanche. Alors bien sûr, il y a des choses qui poussent quand même et qui vient en fait s'unir avec le ciel. Donc très tardivement, j'ai compris que c'était aussi pourquoi j'ai utilisé beaucoup de couleurs. Parce qu'en fait, j'avais besoin d'augmenter la palette des couleurs qui étaient autour de moi. Oui. Il y a eu 2 rencontres très importantes dans votre vie, des gens qui vous ont ouvert les portes. Il y a Denise Santacara à Milan et Philippe Starck. Denise, c'était juste après l'école et on a toujours un peu de mal à passer dans le monde professionnel. Et en fait, Denis m'a montré que c'était la même chose, d'être à l'école ou faire ce métier. Il m'a montré qu'une petite entité, elle peut avoir un travail très engagé. Et ça, c'était pour moi le meilleur cadeau qu'on puisse me faire. De retour à Paris, j'ai collaboré avec Philippe Starck. Là, c'était vraiment une autre échelle de projet. Et ça aussi, ça a été une période un peu conte de fées pour moi.
jeunes designers et aussi la possibilité de proposer des projets avec de l'électronique et de pouvoir aussi justement expliquer qu'on ne la subit pas, on peut aussi nous prendre la main sur la technologie. Vers quoi pour vous on va dans l'habitat? Aujourd'hui, avec Airbnb, je crois que les choses ont vraiment changé, que les habitats commencent à ressembler justement à des appartements qui sont donc plus ouverts à l'autre, ce qui est bien. Mais par contre, l'aspect un peu négatif, c'est qu'on a toujours un peu l'impression que ce sont des appartements qui sont prêts à être photographiés de ce fait, alors que moi, ce que je défends, c'est plutôt la flexibilité, l'idée qu'on puisse moduler l'espace. Et vous en êtes un très bon exemple, puisque votre atelier, c'est votre maison, il est modulable, il est flexible, la lumière peut rentrer. C'est la façon dont moi j'ai choisi de travailler et de vivre en étant maman aussi, c'est important, femme. Je pense que dans notre profession, il y a beaucoup de femmes dans les écoles et puis après il y a un peu de dispersion. On a trouvé cet endroit qui est assez grand en fait pour loger à la fois le côté professionnel et le côté privé. Et c'était parfait puisqu'en fait les enfants rentraient de l'école, on fait une pause tous ensemble. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi à ça, se donner des cadres pour pouvoir le faire. Merci beaucoup Mathélie. Merci. Un centre de tri postal, un lieu de culte ou encore une ancienne station électrique, les endroits retrouvent une deuxième jeunesse. C'est Paris Reconversion. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et fouillé dans les archives à la recherche des vies antérieures des monuments. Et pour se mettre en route, rien de tel que l'indémodable patrimoine ferroviaire. Dans le 12e arrondissement, entre les gares de Lyon et de Bercy, Grande Contrôle est un lieu à part. Culturel et convivial, établi depuis 2017 sur le site d'un ancien tri postal de la SNCF. C'était vraiment un lieu où on triait des colis qui arrivaient dans une gare ferroviaire par les trains qui était situé juste derrière ce bâtiment. Et on avait les quais de déchargement et de chargement des colis qui étaient distribués dans Paris. Désormais, c'est 4500 mètres carrés festifs où les cultures bouillonnent, dans l'assiette déjà avec différentes échoppes qui mettent à l'honneur les cuisines des quatre coins du monde, mais aussi dans les programmes d'activités ou dans les expositions et les boutiques. Dans cette ambiance berlinoise, les fondateurs du projet déploient une démarche éco-responsable et solidaire, et le site a été réaménagé sans perdre son âme. Nous, on est très sensible à l'histoire d'un bâtiment. C'est de pas gommer tout ce que représente le bâtiment, toute son histoire, mais au contraire de la mettre en valeur. Concept éphémère et nomade, Grande Contrôle n'est pas à son premier tour de piste. Imaginé en 2014, il a déjà squatté la Cité de la Mode dans le 13e arrondissement ou les rails du dépôt de la Chapelle dans le 18e. Ici, il semble installé, mais le site est destiné à un plus grand projet d'urbanisme et tout ce petit monde se cherchera bientôt un nouveau point de chute à ressusciter. Mais vous n'avez encore rien vu. À Paris, les anciens sites industriels sont des trésors pas totalement oubliés, comme cette ancienne station électrique. Aujourd'hui, on ne saurait même pas à quoi elle sert, mais au XXe siècle, elles étaient 36 à Paris, avec la mission cruciale de redistribuer l'énergie. Dans le 7e arrondissement, œuvre de Paul Friézé, celle-ci est née en 1910. Avant de devenir un centre culturel en 90, elle a même hébergé pendant un temps une salle de sport. Désormais, seule cette petite maquette en sous-sol rappelle ses grandes heures électriques. Il y a quand même cette volonté de vouloir conserver l'esprit du lieu, un esprit industriel. Tout cet étage donc, a été vidé. Vous voyez, les turbines et puis l'espèce de monte-charge, là. À contre-courant dans ce quartier chic, la sous-station accueille des expositions gratuites, des débats et des conférences, avec la volonté d'ouvrir l'art contemporain et la culture à tous les publics. Pour cela, rien de tel que cet espace modulable à l'envie. On a choisi le lieu pour la beauté de l'écrin et qu'on a pu, en renonçant à la fonctionnalité du lieu, bâtir un espace qui peut être bougé à chaque exposition et qui offre beaucoup de configurations possibles. Derrière cette façade classée, dernier vestige d'époque, le pari semble gagner, puisque plus d'1 million de visiteurs ont déjà profité de ce rayonnement culturel. Pour finir la balade, direction la gare de l'Est et un lieu intemporel, hybride et magique. En vitrine, il y a le Café A, un bar branché établi dans un ancien couvent. Pas sûr que ce soit le meilleur plan pour rentrer dans les ordres, mais pour un verre à l'abri du bruit de la rue, on dit oui. Mais le couvent des Récollets, aujourd'hui comme hier, c'est beaucoup plus qu'un bar.
Construit en 1603, il a hébergé des moines, des bonnes sœurs, une filature, une caserne ou encore un hôpital militaire notamment. Petit à petit abandonné, le lieu a accueilli un squat d'artistes et de chercheurs, les Anges des Récollets, au début des années 90. Une tradition retrouvée en 2003, les chambres du couvent sont devenues des studios en résidence, comme celui-ci, pour des plasticiens, auteurs, intellectuels ou scientifiques. Dans ce lieu-là, vous avez des artistes qui viennent et qui défilent, et à chaque fois, le lieu est habité complètement différemment et raconte une histoire différente. On pourrait dire que les Récolliers, c'est un lieu, des lieux, mais toujours dans la même architecture, avec les mêmes racines. Entre religion et industrie, Paris a peut-être réussi la reconversion de nombre de ces belles pierres. Mais le souvenir de ces époques reste bien présent. À votre tour de creuser un peu l'histoire des bâtiments qui vous entourent. Votre vue peut parfois vous jouer des tours. Chez Mérigue et Carrère, c'est le trompe-l'œil qui est mis à l'honneur. Vous risquez de ne pas en croire vos yeux. Vous pensiez observer un lac? Eh bien non, ce que vous avez devant vous est un trompe-l'œil. Et cet art n'est plus tout jeune, car ses premières apparitions datent du XIIIe siècle et on doit sa popularité à Michel-Ange et au plafond de la chapelle Sixtine à Rome. Depuis, on s'amuse à tromper notre œil à toutes les sauces. Dans nos assiettes, à nos fenêtres, dans nos intérieurs et également dans la rue, mais surtout lors de nos escapades culturelles. Car quand on parle de trompe-l'œil en art, on ne parle pas uniquement des plafonds et des murs peints, mais également de faux marbres ou de faux bois. Et pour découvrir cet art, direction rue du Parc Royal dans le 3e arrondissement, aux ateliers Mérigue et Carrère, où plus d'une centaine d'illusionnistes s'appliquent à rendre le faux plus réaliste que le vrai. Et pour atteindre les ateliers, l'illusion est de rigueur. Il faut passer par cette porte secrète. Dans cette véritable fourmilière, Laurent Gossaume, président des ateliers, nous explique les bases du trompe-l'œil. Le trompe-l'œil, par définition, c'est évidemment tromper la vue, tromper l'œil. Donc c'est toute une base de peinture, les apprêts, la transparence de tous les glacis qui vont donner de la profondeur. Et puis après, il y a tout le tracé, donc toute la géométrie qui va faire qu'avec des ombres et des lumières, on va pouvoir donner du relief à quelque chose de très plat. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est géométrique. Et puis après, il y a tout ce qui est figuratif. Et végétal, donc là, on va aussi travailler les ombres dans les feuilles, dans toutes ces choses-là. Fondés en 1960, ces ateliers s'appliquent à reproduire des techniques ancestrales, car que ce soit pour un particulier ou un monument, chaque chantier est unique. Et c'est pourquoi avoir un laboratoire d'essai est primordial. Donc ici, on est un peu dans le laboratoire de l'atelier Mériguet, là où on développe les échantillons. Chaque échantillon est spécifique à chaque chantier, même si un client aime cet échantillon, ça sera toujours celui-ci, mais un peu différent parce que les tissus vont être différents, la lumière va être différente, l'architecture est différente. Donc on remet, ce n'est que du sur-mesure. Et tous les échantillons sont faits à partir de pigments, tout est fait à la main. Faux nacre, faux ivoire, faux parchemin et faux bois, tapisserie toute fraîche mais qui ne semble volontairement plus toute jeune, il est difficile de s'y retrouver. Vous voyez cette porte en ébène? Eh bien ce n'est pas du bois. Ne vous inquiétez pas, on se fait tout savoir. Mais comment peut-on donner une illusion aussi parfaite? Pour le faux bois, ce qu'il faut, c'est déjà faire des très beaux apprêts, partir d'une couleur très claire en dessous, pour pouvoir avoir de la profondeur dans les glacis que l'on va mettre en superposition. Il ne faut pas chercher tout de suite à obtenir la couleur définitive. On fait un battage, ça donne une vibration comme si c'était la fibre du bois. Et par-dessus, on revient avec d'autres glacis pour donner le dessin du bois. Il est alors facile de donner l'âge que l'on veut au bois. Pour cela, il suffit d'augmenter les couches de glacis, une couche de peinture transparente que l'on superpose à une autre déjà sèche. Pour qu'un bel acajou soit très beau, il faut qu'il ait vécu des dizaines et des dizaines d'années, qu'il ait vu la lune, le soleil, tout ça, les vernis jaunissent, ça donne la transparence au bois, le bois vit. Nous, on va donner tout de suite l'âge que l'on veut et cette transparence. Donc on arrive à des choses un peu exceptionnelles. Les ateliers peuvent donner vie à un marbre disparu et recréer un cuir de Cordoue en donnant l'impression qu'il a traversé les siècles grâce à des couches de patine. Quand on regarde ces artisans travailler, on remarque la précision et la variété des gestes. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Ici, vous avez des gens qui ont 40 ans de maison et puis il y en a qui viennent d'arriver cette année. Et il y a toujours une transmission des anciens vers les jeunes.
Alors attention, la transmission, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut aussi que l'ancien sente que le jeune est intéressé. Il ne va pas lui donner son savoir comme ça. Et pour former quelqu'un, pour qu'il soit autonome, il faut au moins 10 ans. Et puis après, au bout de 10 ans, il y a celui qui saura recopier toujours ce que quelqu'un aura créé. Et puis après, il y a celui qui aura une petite fibre artistique et qui va aussi créer. On est vraiment dans l'intelligence de la main. Que ce soit pour l'Opéra Garnier, le château de Versailles ou l'ancienne salle des fêtes de l'Élysée, les ateliers Mériguet-Carrère distillent de l'illusion partout et nous, on n'y voit que du feu. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!